Jean-François Galetou, La chaise. Extrait. Qu'est-ce qui leur a pris de nous convoquer toutes les semaines? Si longues réunions chronophages sur lesquelles s'interrogeait ma collègue de la mer du silence à Vannes, et qui nous accaparaient sans échappatoire, bien plus longtemps que je ne l'aurais souhaité, parfois jusqu'à la nuit, annihilant toute possibilité de visite à mes librairies préférées ou de flâner sur les quais, se tenaient les mardis après-midi autour d'une grande table oblongue en lave poli bleu lapis lazuli, dans l'immense pièce de réception d'un appartement bourgeois du quai de l'Horloge, aménagé en bureau et propriété d'une maison d'édition centenaire qui s'assurait, par cette mise à disposition gracieuse, une certaine influence sur notre congrégation. Je partais le matin et rentrais le mercredi soir. Maria gardait la boutique, les clients l'apprécient. Elle est aimable, souriante et connaît son sujet. Je lui fais confiance depuis le début. Je n'étais pas persuadée non plus que nous retrouver si souvent fût nécessaire. Nos interminables séances tournaient régulièrement à vide. Les Parisiens d'entre nous pensaient-ils vraiment indispensable de nous mander ainsi? Eux, les cerveaux de cette France d'en haut, qui n'en imposaient ni en bas ni ailleurs, tout en s'imaginant le contraire, habitaient sur place et n'avaient aucune idée de notre charge quotidienne de travail. Sans doute leur étions-nous juste utiles comme petites mains. Ainsi, dès que nous commençâmes à donner des avis, émettre des propositions ou interférer dans la programmation, voulurent-ils sans doute par l'accroissement absurde de la cadence de ces assemblées superflues, auparavant bimensuelles, nous dégoûter, nous, les 4 provinciaux, afin de défendre avec leur suffisance de pseudo-intellectuels de la capitale ce qu'ils considéraient comme leur légitime précaré. Cependant, ils auraient pu faire leurs calculs. Aussitôt qu'un administrateur vigilant, qui mit quand même 6 mois à s'en apercevoir, se rendit compte des coûts induits, billets d'avion ou de train, repas du soir, nuit d'hôtel, les convocations s'espacèrent aussi brutalement qu'elles s'étaient rapprochées. Quoi qu'il en fût, à mon huée ferme dans leur cénacle, dont je démissionnerais, je ne me doutais pas qu'un jour, ces astreignants déplacements hebdomadaires me renverraient à mon prétendu passé. Première partie. Rive gauche. J'avais mes habitudes à l'hôtel La Louisiane, rue de Seine, à 2 pas de l'Odéon. J'y dormais quand je venais à Paris pour ces réunions du mardi. Je m'y trouvais bien. Un de ces établissements comme le Chelsea à New York, son cousin d'Amérique, où le passé et l'esprit des artistes continuent d'exister et de nous inspirer. À la Louisiane, on a toujours une pensée pour ce colonel des cuirassiers de l'empereur qui le fonda en 1823 à son retour de la Nouvelle-Orléans, où, exilé volontaire après ses dernières charges à Waterloo, il avait fait fortune. Il rôderait encore en grand uniforme, paraît-il. Je ne l'ai jamais croisé. Dans le dédale des étroits et tortueux couloirs que Tarantino qualifia de psychédéliques. En tendant l'oreille, j'entendais les notes de Miles, John et Chet, les accords ou désaccords nocturnes des Doors, habitués des lieux à l'époque où les vedettes ne descendaient pas dans des palaces sans âme ultra sécurisés. Gréco bénéficiait de la seule chambre avec salle de bain. Hemingway, Miller, Saint-Exupéry, Simone de Beauvoir et bien d'autres marquèrent l'endroit du sceau de la littérature. L'écrivain égyptien francophone, Albert Cossery, dont j'occupais souvent la chambre, la 22, habita l'hôtel pendant 6 décennies. Il y écrivit des années 50 le fameux « Mendiants et orgueilleux ». Les personnages de ses ouvrages croisent dans les rues du Caire populaire ceux de Taoufik el-Hakim, Naguib Mahfouz, Kairi Chalabi ou Ala el-Aswani,
qui évoquent tous les hommes oubliés de Dieu. J'aime les livres, tous les livres. Certains me plaisent plus que d'autres, mais jamais ils ne me déçoivent. J'aime en parler et qu'on m'en parle. J'aime leur existence, leur présence, les regarder, les sentir, les toucher, les aligner, les empiler, les classer, les ranger, les épousseter, les déranger pour les feuilleter, connaître leur histoire et celle de leurs auteurs, les lire bien sûr, les relire, les annoter, les commenter, les recommander, les offrir et même les vendre. Cossery, donc, habita la Louisiane de 1945 à 2008, période durant laquelle il publia au total 6 opus, un livre par décennie. « Une phrase par jour, c'est déjà beaucoup », disait-il, 6 titres sans changer de chambre en 63 ans. Il me regardait peut-être m'endormir dans le lit, qui fut le sien et méritait bien cet hommage, à la mesure de sa discrétion. Je sortais vers 8 heures. Je m'arrêtai un instant sur le pas de la porte de l'hôtel, levai les yeux au ciel pour appréhender le temps du matin, partais à gauche et marchai quelques dizaines de mètres avant d'embouquer la rue Jacob, que je laissai filer sur toute sa longueur. Je me rendais au jardin du Palais-Royal, après 2 tartines, beurre, confiture et un pot de café noir au comptoir des Saints-Pères, sur mon chemin, en face de l'école de médecine, que j'avais beaucoup fréquentée autrefois. Dans les grandes villes, je préfère prendre mon petit déjeuner à l'extérieur des hôtels. J'étouffe toujours un peu dans leurs salles de restaurant exiguës et mal ventilées. Je m'installai en terrasse à regarder le monde, sinon sur les banquettes, à droite de la porte, à la recherche d'une conversation intéressante. Attablé là, au hasard des mercredis parisiens, je reconnaissais Bridget James, la totémique muse australienne de Klaus Ramka, ou François Thierry, l'auteur du remarqué Sade avant Sade, incroyable récit de l'escapade italienne du divin marquis en compagnie d'Anne Prosper Delaunay, sa belle-sœur et maîtresse de 19 ans, qui lui avait juré fidélité dans une lettre signée de son sang. À l'occasion, j'offrais un café à mon vieux copain Jean-Louis Papelier, alias Zoreille, éternel marchand de tableaux itinérant à plus de 75 ans. Georges Olivier me rejoignait souvent, après m'avoir téléphoné. Haut fonctionnaire dans un ministère voisin, sans affectation depuis 7 ans, pour avoir vu ce qu'il n'aurait pas dû voir lors d'une visite officielle du Premier ministre de la République. Ce collectionneur, reconnu de photographies de Gustave Le Gray, me racontait, gourmand les Love Hotels de Tokyo. Parfois, avec le regretté Cabu, assis à la table du fond, nous reprenions une discussion géopolitique engagée des mois auparavant. S'attarder sans réel but, au hasard des bistrots, luxe inouï des promenades dans Paris. Je me remettais en route vers le pont du Carrousel, aux jolis réverbères télescopiques. Dire qu'ils ne fonctionnèrent qu'une fois. Le jour de leur installation où, la nuit tombée, ils grimpèrent comme prévu, de 12 à 19 mètres, depuis, plus jamais. Voilà la scène. J'arrivai au Palais-Royal aux environs de 10h30. J'adressai un salut amical aux gardiens du jardin qui m'étaient devenus familiers derrière la vitre de leur réduit, avant de m'engager dans le passage de la rue Montpensier et de me diriger sous les 4 rangées d'arbres, vers le jet d'eau. C'est mercredi d'avril à octobre, toujours le même manège. Trouver une chaise puis une autre, que je plaçai à côté de la première sur laquelle je m'asseyais. À observer ainsi avec mes 2 chaises, on pouvait penser que j'attendais de la compagnie, qu'imaginaient les gens, qu'une femme, une maîtresse me retrouverait, qu'un fils, une fille viendrait me rejoindre à la sortie de l'école, à moins qu'un ami...
Dans les jardins publics, certains gardent 2 chaises pour eux seuls. L'une pour s'asseoir, l'autre pour étendre les jambes ou y poser leurs affaires. Journal, livre, imperméable, sac à main, cartable auquel on veut éviter la poussière. Je n'avais rien à poser. Je ne me charge jamais pour les promenades. Je préfère marcher, l'esprit léger et les mains libres. La seconde chaise restait inutile jusqu'à mon départ. Oui, probablement, devaient-ils tous penser. J'attendais une femme. Sûrement une femme, devait-il se dire. Une femme qui ne viendrait pas, supposait-il, peut-être. Détendu, dans un jardin public, l'esprit divague a inventé une vie aux inconnus qui sont là. Sempiternelle répétition des mercredis. La chaise à côté de la mienne, celle où j'étais assis, restait inoccupée bien plus longtemps qu'il eût fallu pour ne pas susciter la convoitise. Moi-même, de quel droit confisquais-je une chaise supplémentaire? Une chaise vide ne peut pas résister longtemps au balai des quémandeurs de chaises, tous plus insistants les uns que les autres, qui s'avancent gauchement, comme pour inviter une ingénue à danser la prochaine valse au bal des débutantes. J'entendis le gravier crisser. Je levai la tête vers un petit bonhomme gras, mal habillé. « Je peux prendre la chaise ?»« Désolé, mais j'attends quelqu'un. »« Enfin, si tout le monde réserve une chaise, alors plus personne ne peut s'asseoir, c'est invraisemblable. » « Écoutez, monsieur, il ne s'agit pas de tout le monde, je suis seul, mais je conserve cette chaise pour une personne qui doit me rejoindre. »« Bah alors, faut pas se gêner, » réplique le type, manifestement excédé, avant de s'en aller chercher ailleurs. Je tenais bon, et toutes les semaines, mercredi après mercredi, et conduisais les prétendants, hommes ou femmes, les uns après les autres.